La guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a peut-être commencé en 2022, mais le conflit entre les deux pays remonte en réalité bien plus loin, précisément à 2014. C'est à ce moment-là que les forces russes ont procédé à l'annexion illégale de la Crimée, volant toute une région à leurs voisins en un peu moins de 4 semaines. Depuis lors, les responsables de Kiev, les commandants militaires et l'ensemble du peuple ukrainien espèrent désespérément voir un jour la reconquête complète et la dérussification totale de la Crimée. Enfin, leur attente pourrait toucher à sa fin, et il y a peu de choses que le président russe Vladimir Poutine puisse faire pour l'empêcher. Ce n'est sûrement pas ce que Poutine envisageait en revendiquant la Crimée pour la Russie il y a plus de 10 ans. Contrairement à sa soi-disant opération militaire spéciale de 2022, qui s'est transformée en une affaire longue, interminable et remarquablement coûteuse, l'annexion de la Crimée s'est en réalité déroulée plutôt facilement pour Poutine. Il a profité d'une brève période de chaos politique à Kiev pour s'emparer de la région, déployant du personnel d'élite en uniforme non identifié afin de semer la confusion et de retarder toute réponse militaire ukrainienne. En utilisant les installations militaires déjà présentes dans des lieux comme Sébastopol, les forces de Poutine ont rapidement contrôlé le Parlement de Crimée, les infrastructures clés et les centres de communication. C'était une opération à la fois soigneusement planifiée et exécutée de manière quasi parfaite, qui a permis à la Russie de prendre le contrôle d'un emplacement hautement stratégique, un emplacement que Poutine lui-même a qualifié de porte-avions insubmersible. Ce n'est qu'à travers la Crimée, après tout, et sa ville portuaire de Sébastopol, que la Russie peut contrôler la mer Noire et projeter sa puissance à la fois en Méditerranée et même jusqu'au Moyen-Orient. Celui qui contrôle la Crimée influence aussi les routes commerciales de la mer Noire, dont les eaux regorgent de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. En bref, c'est un territoire extrêmement précieux à contrôler, et la Russie a pleinement tiré parti de ce contrôle lors de la préparation de l'invasion à grande échelle en 2022. Elle a envoyé troupes, munitions et matériel militaire dans la péninsule, utilisés ensuite pour bombarder le sud de l'Ukraine. Depuis lors, au cours du conflit, la Russie a continué de s'appuyer sur la Crimée comme base de lancement militaire. Elle a lancé de nombreux missiles et drones sur les villes et positions ukrainiennes de première ligne depuis la péninsule, utilisant aussi le pont de Crimée, reliant la Crimée au continent russe via le détroit de Kertch, comme une ligne d'approvisionnement importante. Mais la Russie n'a jamais pu s'installer complètement en Crimée, ni exercer un contrôle total sur la région, car l'Ukraine ne l'a pas permis. Dès le début de l'invasion, les commandants ukrainiens ont affirmé que la libération de la péninsule était un objectif à long terme. Les forces armées ukrainiennes ont rapidement confirmé cette déclaration par leurs actions concrètes. Quelques mois après le début de la guerre, les premières attaques ont eu lieu. Des opérateurs de drones ukrainiens ont visé la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol et des explosions ont frappé le pont de Crimée. Le message était clair. Même en combattant la Russie sur des centaines de kilomètres de lignes de front, dans des régions comme Donetsk, Luhansk et Kherson, l'Ukraine était déterminée à rendre la Crimée aussi dangereuse que possible pour les forces ennemies qui l'occupent. Et au fil des mois et des années, les attaques ont continué. Des navires de guerre ont été coulés à la base navale de Sébastopol, des missiles de croisière Storm Shadow ont effacé les fortifications russes de la carte, des avions ont été incendiés par des drones kamikazes, et les systèmes de défense aérienne ont été détruits un par un. Le pont de Crimée a également continué à être visé, étant frappé une deuxième fois en juillet 2023, puis de nouveau en juin 2025. Certaines des attaques de l'Ukraine contre la Crimée étaient relativement mineures. D'autres ont été véritablement dévastatrices, comme l'opération emblématique Crab Trap, qui a vu une salve de missiles Storm Shadow lancée directement sur le bâtiment du quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol en septembre 2023, tuant selon les rapports plus de 30 officiers et blessant plus de 100 autres militaires. Ces attaques ont obligé les forces russes à rester constamment sur le qui-vive en Crimée, craignant l'arrivée soudaine de nouveaux drones ou missiles. Mais l'Ukraine a rarement été réellement capable d'aller jusqu'au bout en Crimée, de déployer des troupes sur le terrain là-bas ou de reprendre effectivement une partie de ses terres perdues. Elle avait toujours d'autres priorités, d'autres territoires disputés à gérer, d'autres villes et localités à défendre, d'autres assauts russes à craindre. Elle ne pouvait pas risquer d'investir trop de temps, de ressources ou de main-d'œuvre en Crimée, car cela risquait de fragiliser des zones clés du front et d'offrir à la Russie une chance de percer et de prendre des territoires précieux. Alors, l'Ukraine a patiemment attendu son heure. Elle a continué à planifier et à mener des attaques réussies contre la Crimée. Elle a détruit des équipements importants comme des systèmes de défense aérienne, des radars, des avions et des stocks de munitions.
Mais parfois, plusieurs semaines ou mois s'écoulaient entre chaque attaque, car les forces ukrainiennes devaient donner la priorité à d'autres zones. En conséquence, ces incidents pouvaient sembler être des frappes isolées ou même aléatoires, mais ce n'était pas le cas. Ils faisaient tous partie d'une stratégie plus large et contribuaient tous à l'objectif final, la dérussification de la péninsule de Crimée. Chaque attaque affaiblissait la position des Russes, chaque frappe réduisait leur influence sur la région et rendait leur défense plus difficile. Ainsi, lorsqu'il serait enfin temps pour l'Ukraine d'exploiter pleinement son avantage, l'ennemi ne pourrait l'arrêter. Et il semble que ce moment approche, car 2026 a vu un changement majeur de dynamique. Désormais, l'Ukraine n'a sans doute jamais été en meilleure posture. Son industrie de défense nationale se renforce sans cesse, avec littéralement des centaines de nouvelles entreprises de défense dans tout le pays, qui travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles innovations, des drones et missiles aux technologies de défense aérienne, et bien plus encore. Sur le terrain, les forces de Kiev ont non seulement repoussé l'assaut constant de la Russie et bloqué leur avancée, mais elles ont aussi réussi à reprendre d'importantes portions de terre perdues. En effet, février 2026 a été un mois décisif pour l'armée ukrainienne, car c'était la première fois depuis 2023 que les forces du pays parvenaient réellement à reprendre plus de territoire qu'elles n'en avaient perdu. En plus de cela, l'Ukraine devrait bientôt bénéficier d'un prêt décisif de 90 milliards d'euros, soit 105 milliards de dollars de la part de l'Union européenne. Ce prêt avait été bloqué par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Mais avec la fin imminente du règne de Viktor Orbán, après une défaite écrasante lors des élections parlementaires du 12 avril, l'Ukraine est sur le point de recevoir cet énorme afflux de fonds. Elle doit renforcer ses forces, dynamiser son industrie de défense et obtenir les munitions et les fournitures nécessaires pour maintenir la pression sur ses ennemis. La Russie semble plus faible que jamais. Après la défaite politique de Viktor Orbán, Vladimir Poutine a perdu l'un de ses rares alliés au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Cela affaiblit fortement son influence politique. Les forces russes avancent aussi à leur rythme le plus lent depuis des années. Sur certains secteurs du front, elles sont à l'arrêt ou repoussées par les défenseurs ukrainiens. Dans d'autres, elles avancent encore, mais si lentement que cela ne fait pratiquement aucune différence. L'armée du Kremlin continue également de perdre à un rythme alarmant aussi bien des soldats que du matériel. Des dizaines de milliers de soldats sont tués ou grièvement blessés chaque mois. Des milliers désertent ou se rendent, et même ceux qui obéissent aux ordres de leurs officiers survivent rarement plus de quelques semaines en première ligne avant d'être remplacés par de nouvelles recrues. Et en parlant de nouvelles recrues, il est maintenant bien documenté que la Russie a de plus en plus de mal à en trouver suffisamment. Ses statistiques de recrutement sont en forte baisse, tandis que son taux de perte augmente. Et tout au long du premier trimestre de 2026, elle n'a pas réussi à recruter suffisamment de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui avaient été tués ou blessés. Son armée rétrécit et s'affaiblit, tout comme ses perspectives dans cette guerre. Les discours sur l'inévitabilité d'une victoire russe s'estompent progressivement, alors que des experts, analystes et même certains blogueurs militaires radicaux russes constatent le changement de situation. C'est l'Ukraine, et non la Russie, qui est en position de force. Et le lieutenant-général Ben Hodges, qui a servi dans l'armée américaine pendant près de 40 ans et qui a atteint le grade de commandant général de l'armée américaine en Europe, estime que c'est le moment pour les forces de Kiev de passer à la vitesse supérieure en Crimée. Mais avant d'examiner ce qu'il a dit et ce que cela signifie, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous décryptons l'actualité de cette façon chaque semaine. Récemment, le lieutenant-général Hodges a participé au podcast de Times Radio, Frontline, The War in Ukraine and Global Security, où des experts discutent de la guerre russo-ukrainienne et partagent leurs analyses et prédictions sur la suite des événements. Lors de son passage dans l'émission, Hodges a partagé son point de vue selon lequel, malgré tous les combats et l'attention portée ailleurs, la Crimée est sans doute la clé de toute cette guerre. Je crois toujours, comme je le pense depuis le début, que la Crimée est le terrain décisif de la guerre. Il explique que la péninsule a à la fois une valeur symbolique et stratégique pour les deux camps. Poutine, par exemple, a toujours soutenu que la région devrait légitimement appartenir à la Russie, et il est même allé jusqu'à la qualifier de lieu sacré et de partie inséparable de la Russie. Le dirigeant russe sait aussi la valeur stratégique de la péninsule. Hodges souligne que la capacité de projeter la puissance en mer Noire vient vraiment de la Crimée. Il ajoute que si l'Ukraine reprenait la Crimée ainsi que ses ports et aérodromes, cela pourrait changer totalement le cours de la guerre. Hodges souligne que des personnalités comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef du pays, Oleksandr Syrsky, seront bien conscients de la valeur de la région et auront sans aucun doute la Crimée en tête de leur liste d'objectifs.
Il estime qu'une attaque terrestre directe n'aura probablement pas lieu pour l'instant et n'est pas vraiment nécessaire, mais prévoit des frappes accrues sur les aérodromes, les défenses aériennes et d'autres cibles. Il pense également que les jours du pont de Crimée sont comptés, affirmant sans détour que ce grand pont finira par s'effondrer. Ce serait un moment monumental pour l'Ukraine. Même si la Russie a effectivement établi un pont terrestre vers la Crimée, en occupant une grande partie des territoires du sud de l'Ukraine, elle dépend toujours fortement du pont de Crimée lui-même, et du détroit de Kertch en général, pour transporter en sécurité des fournitures vitales comme carburant, armes et munitions vers les forces sur la péninsule et dans le sud. Si ce pont venait à tomber, cela changerait complètement la donne. Tout à coup, toutes les troupes russes restant en Crimée seraient coupées de leurs compatriotes. Il n'aurait plus la sécurité qu'offrait cette voie de repli vers le continent, ni la possibilité de bénéficier d'un flux régulier et ininterrompu de fournitures en provenance du kraï de Krasnodar. Ce serait aussi une grande humiliation pour le Kremlin de voir disparaître un pont ayant coûté près de 4 milliards de dollars à la Russie, et l'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait cibler le pont avec succès. Elle l'a fait à 3 reprises, utilisant un mélange de drones et d'explosifs sous-marins pour endommager la structure et forcer sa fermeture temporaire pendant les réparations. L'Ukraine est aujourd'hui plus forte qu'avant. Avec des drones et missiles plus puissants, elle pourrait faire s'effondrer des sections entières du pont dans l'eau. Il n'est pas impossible qu'une 4e attaque contre le pont de Crimée soit déjà en phase de préparation. En attendant, l'Ukraine hausse déjà les enchères avec ses dernières attaques sur la péninsule, détruisant encore davantage de moyens essentiels dans cette région. Dans la nuit du 5 avril, par exemple, le renseignement de la défense ukrainienne a confirmé que des unités spéciales du département des opérations actives ont utilisé des drones pour neutraliser le ferry ferroviaire russe Slavianin. C'était le dernier ferry ferroviaire en service à travers le détroit de Kertch. Ces ferries transportaient notamment du matériel militaire et des munitions par voie d'eau aux forces russes en Crimée. Mais maintenant que tous ces navires ont été détruits, endommagés ou autrement mis hors service, la Russie aura inévitablement plus de difficultés à acheminer des ressources d'un point A à un point B. Elle devra très probablement utiliser le pont de Crimée plus régulièrement, ce qui en ferait une cible encore plus importante pour l'Ukraine à frapper. Autrement, les commandants du Kremlin pourraient choisir d'acheminer les approvisionnements à travers les territoires occupés du Donbass et jusqu'en Crimée via la région de Kherson. Cependant, ce plan pose problème car ces itinéraires sont bien plus proches de la ligne de front et donc plus exposés aux frappes de drones ukrainiens, missiles ou attaques d'artillerie. Avec les drones de Kiev toujours dans les airs, scrutant les environs à la recherche du moindre signe d'activité russe, il ne leur faudrait sans doute pas longtemps pour repérer tout convoi se dirigeant vers la péninsule. Dès lors, il ne s'agirait plus que d'une question de temps avant l'envoi de drones d'attaque ou de missiles pour les éliminer. Et l'Ukraine concentre déjà ses efforts pour perturber ses lignes d'approvisionnement terrestre. Au cours d'une campagne d'une semaine en avril, elle a mené plusieurs frappes réussies le long d'un corridor terrestre crucial reliant la Russie et la Crimée. 3 arsenaux russes et 3 dépôts de ravitaillement ont été visés et endommagés, tandis que les forces ukrainiennes attaquaient aussi 2 centres logistiques, coordonnant l'acheminement des fournitures le long du corridor. Le 20 avril, des rapports signalent aussi des frappes ukrainiennes contre 2 grands navires de débarquement russes dans la baie de Sébastopol. Les 2 navires ont ensuite été identifiés comme étant le projet 775 Yamal et le projet 117 Nikolai Filchenkov. Le Yamal était capable de transporter jusqu'à 500 tonnes de marchandises, y compris des véhicules blindés et des troupes, et sa valeur dépasse 80 millions de dollars. Le Nikolai Filchenkov, quant à lui, est encore plus grand, avec une capacité maximale d'environ 1000 tonnes, ce qui lui permet de transporter une force de débarquement assez importante par voie maritime. Bien qu'il soit le plus grand, il est aussi plus ancien et moins cher, mais reste estimé à environ 70 millions de dollars. Ces attaques et la frappe sur le dernier ferry du détroit de Kertch envoient un message clair. L'Ukraine coupe les lignes d'approvisionnement russes vers la Crimée. Peu à peu, elle isole la région, compliquant l'accès des troupes du Kremlin au carburant et aux munitions nécessaires à leur défense. En détruisant des navires de débarquement, l'Ukraine empêche aussi la Russie de renforcer sa présence militaire sur la péninsule. C'est très important, car par le passé, même si l'Ukraine parvenait à éliminer un système de défense aérienne russe ou un autre équipement en Crimée, l'ennemi pouvait toujours simplement remplacer ce qu'il avait perdu. Si les drones de Kiev détruisaient un stock de munitions, les forces russes pouvaient en acheminer depuis d'autres régions via le détroit ou le pont de Crimée. Avec les lignes d'approvisionnement coupées et la pression, cela devient impossible. En prenant du recul, cela pourrait marquer le début de quelque chose de bien plus grand. Si l'Ukraine parvient à isoler la Crimée, alors toutes les forces russes restantes sur la péninsule deviendraient essentiellement des cibles faciles.
Avec des drones et missiles ukrainiens de plus en plus performants chaque année, les forces de défense élimineraient facilement les troupes restantes. En conséquence, le contrôle du Kremlin sur la région diminuerait rapidement. Si l'Ukraine réussissait à se frayer un passage par Kherson, elle pourrait profiter de la faiblesse ennemie et un jour y envoyer ses soldats pour reprendre la zone. Cela peut sembler encore loin, mais tous les éléments sont déjà en place et l'armée ukrainienne prend toutes les bonnes décisions pour enfin concrétiser sa vision de dérussification. Et avec le Kremlin confronté à une augmentation du nombre de pertes, à des pertes d'équipements dévastatrices, à des assauts sur la ligne de front qui stagnent et à des campagnes de recrutement inefficaces, il n'a plus les moyens de fortifier la Crimée aussi solidement qu'auparavant. Donc, si l'Ukraine parvenait ne serait-ce qu'à exercer un contrôle partiel sur la région, tout changerait. La flotte russe de la mer Noire, déjà contrainte de se cacher face aux drones ukrainiens, deviendrait insignifiante, ne pouvant plus utiliser Sébastopol comme port d'attache en toute sécurité. Le Kremlin perdrait aussi sa capacité de projeter sa puissance et son influence en mer Noire et au-delà. Ensuite, à long terme, si l'Ukraine parvient finalement à réaliser son rêve de longue date de rejoindre l'Union européenne ou l'alliance de l'OTAN, la sphère d'influence de la Russie diminuera encore davantage. Ce serait un retournement de situation étonnant par rapport à 2014. Après une prise de contrôle rapide et efficace, Vladimir Poutine pensait avoir assuré la Crimée à la Russie pour des générations. Maintenant, il découvre à quel point il s'est trompé. Première frappe. Des navires de débarquement russes, et bien plus encore, ont été neutralisés lors d'une vaste opération nocturne, laissant les marins russes traumatisés. Deuxième frappe. La seule raffinerie de pétrole et le centre d'exportation de la Russie dans la région de la mer Noire brûlent, tandis que l'Ukraine frappe sans relâche les infrastructures russes en Crimée. La troisième frappe pourrait signifier la fin de la domination russe en Crimée. Les marins russes et futurs marins fuirent la péninsule comme des rats, quittant un navire coulant, alors que commence la désoccupation de la mer Noire. Le 20 avril, on a appris qu'une des unités les plus secrètes d'Ukraine avait visé plusieurs cibles en Crimée occupée. L'unité clandestine des fantômes, rattachée à la direction principale du renseignement ukrainien, HUR, a transformé la baie de Sébastopol en enfer pour la flotte de la mer Noire la nuit dernière, après que des attaques de drones ont mis hors service 2 autres navires de la flotte de Poutine. Cette fois, les cibles n'étaient ni des porte-missiles russes, ni d'autres navires de guerre. L'Ukraine avait déjà détruit de nombreux navires de ce type, et ce qu'il reste à la Russie est maintenu aussi loin que possible de la Crimée. La peur du Kremlin face aux drones et missiles ukrainiens. Les fantômes ont plutôt ciblé 2 navires de débarquement russes, utilisés par Poutine, pour transporter du fret et des soldats de Crimée vers le continent ukrainien. Le Yamal du projet 775 était l'une des cibles. Construit en 1988, ce qui en fait un autre équipement de l'époque soviétique que Poutine a jugé suffisant pour la guerre en Ukraine, le navire est capable de transporter 500 tonnes de fret. Ce fret peut aussi inclure troupes et véhicules. Le deuxième navire, le projet 1171 Nikolai Filchenkov, est encore plus ancien que le premier. Construit en 1975, ce navire de débarquement a une capacité de 1000 tonnes et peut être utilisé pour des opérations et des assauts amphibies. Vous savez, si la Russie était capable de lancer quelque chose comme ça depuis la mer Noire, les 2 navires étaient à quai lorsque les fantômes ont attaqué. Le HUR indique désormais que des drones ukrainiens les ont totalement neutralisés. N'étant pas satisfait d'avoir détruit les navires que la Russie utilisait pour approvisionner ses troupes sur le continent, les fantômes sont allés plus loin en Crimée. En plus d'avoir détruit des navires de débarquement russes, les fantômes ont aussi touché directement un système radar russe, Podlet K1. Avec une portée comprise entre 10 et 300 km, soit entre 6,2 et 186 miles, le Podlet peut suivre jusqu'à 200 cibles simultanément et est capable de suivre les projectiles entrants, se déplaçant à des vitesses de 4400 km/h, soit un peu plus de 2200 miles par heure. La Russie a besoin de systèmes comme ceux-ci. Ils fournissent une alerte précoce sur les drones et missiles, permettant théoriquement à la Russie d'organiser sa défense aérienne avant que la menace n'atteigne sa cible. Cela ne s'est pas produit dans la nuit du 19 avril, le Podlik K1 a été détruit par le type même de menace qu'il était censé détecter. Cet échec, qu'il s'agisse du Podlik K1 ou des systèmes de défense censés se déclencher quand le radar russe détecte une menace, vient de coûter 5 millions de dollars à Poutine. On peut sans doute ajouter des dizaines de millions pour les 2 navires de débarquement rendus inopérants par les fantômes. Oh, et si vous doutez du succès de la récente attaque ukrainienne en Crimée, le HUR a déjà une preuve. Il ne s'est pas contenté de l'annoncer. Il possède les images.
Publiée sur Telegram en même temps que la déclaration révélant ce que les fantômes qui rôdent dans la nuit criméenne ont accompli, cette vidéo nous montre la perspective capturée par plusieurs drones ukrainiens lors de leur approche. Dans les 25 premières secondes, un drone ukrainien fonce sur un navire de débarquement russe et l'atteint de plein fouet. La vue capturée par le drone disparaît instantanément lorsqu'il libère sa charge explosive. Puis un deuxième drone, un deuxième navire, avec exactement le même résultat. Aucune séquence ne montre les défenses aériennes russes tirant ou lançant des missiles. C'est comme si les fantômes avaient eu un tir facile sur les navires russes, preuve que Poutine manque d'équipement pour défendre la Crimée. En fait, cette fenêtre de tir est le résultat d'un travail acharné accompli par l'Ukraine. C'est un problème pour la Russie. La dernière attaque ukrainienne en Crimée occupée a révélé une campagne qui a brisé les défenses que la Russie avait érigées sur la péninsule. Comme l'indique l'article principal, la Crimée a été un centre logistique et naval clé pour la flotte russe de la mer Noire, pendant l'invasion de l'Ukraine, et les 8 ans suivant l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014. La plupart de la communauté internationale considère toujours la Crimée comme ukrainienne, malgré l'occupation russe et un référendum probablement illégitime. L'Ukraine travaille désormais à libérer définitivement la Crimée de l'occupation. Restez avec nous, nous reviendrons sur la campagne de Crimée menée par l'Ukraine plus tard dans la vidéo. Avant cela, l'Ukraine n'en avait pas fini avec la présence russe en mer Noire le 19 avril. Alors que les navires brûlaient et que les radars montrèrent leur inutilité, la situation a empiré hors de la Crimée. Un autre centre pétrolier a été frappé, et c'est un site que l'Ukraine avait déjà ciblé auparavant. Le 20 avril, le Kiev Post a indiqué que l'Ukraine a élargi sa campagne contre le pétrole russe en envoyant des drones vers la raffinerie et le centre d'exportation de Tuapse. Tuapse, unique centre d'exportation russe sur la mer Noire, n'est pas en Crimée. Elle se trouve dans le kraï de Krasnodar, à l'est de la Crimée, qui accueille aussi le port de Novorossiysk, où la Russie a déplacé la majeure partie de sa flotte de la mer Noire après avoir quitté Sébastopol. L'état-major général ukrainien a confirmé cette seconde frappe, qui a aussi partagé sur Telegram des photos des incendies dans la fumée couvrant une des principales raffineries et centres d'exportation de Russie. La raffinerie de Tuapse, dans le territoire de Krasnodar, a été touchée à nouveau. Une frappe sur les réservoirs a déclenché un incendie, selon l'état-major général ukrainien. Il a précisé que les drones ukrainiens ont aussi frappé un dépôt de pétrole en Crimée occupée, un fait peu relayé. Le dépôt de pétrole de Fardiska brûle désormais aussi violemment que la raffinerie qui a sans doute fourni son pétrole, et ces deux frappes compliqueront fortement l'acheminement du carburant vers les troupes que la Russie a déployées en Ukraine continentale. Plus de détails nous viennent de United 24 Media. Les habitants ont déjà transmis des photos, vidéos et rapports à des médias indépendants comme Astra. L'histoire est la même dans tous ces rapports. D'immenses incendies, d'épais nuages de fumée, plusieurs réservoirs de carburant à Tuapse brûlent à la suite d'une attaque massive de drones à laquelle la Russie n'était absolument pas préparée. Les incendies à Tuapse se propagent aussi. Jusqu'à 10 des réservoirs de stockage de l'installation ont été touchés par un incendie qui englobe une raffinerie ayant une capacité de traitement annuelle de 12 millions de tonnes de pétrole. Ce site produit du diesel aux normes Euro 5, expliquant pourquoi Tuapse est devenu le principal centre d'exportation pétrolière russe sur la mer Noire. Il produit aussi des fuels, du carburant d'aviation, de l'essence et divers produits pétroliers nécessaires à l'armée russe sur le continent pour ses attaques contre les positions ukrainiennes. En bref, Tuapse est vital pour la Russie. L'Ukraine le sait très bien. C'est pourquoi elle a frappé cette installation à 9 reprises depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle en 2022. L'une de ces frappes a eu lieu peu avant la dernière attaque contre la raffinerie. Le 19 avril n'était pas un cas isolé, mais une partie d'une double frappe ukrainienne classique. C'est justement le type de sujet que nous abordons dans The Military Show. Nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous à The Military Show. La Russie sera furieuse après la frappe sur Tuapse du 19 avril. 3 jours plus tôt, elle avait déjà dû gérer une attaque ukrainienne sur la même installation. Des réservoirs de carburant ont pris feu, et plusieurs explosions ont eu lieu lors de cette attaque, poussant les autorités de l'aéroport de Krasnodar à instaurer des restrictions temporaires de vol. Le Kiev Post rapporte que la première frappe a causé un incendie nécessitant plus de 150 pompiers et secouristes pour l'éteindre. Les expressions de ces pompiers auraient été inestimables le 19 avril. Pensant avoir maîtrisé l'incendie causé par l'Ukraine, le bourdonnement des drones leur a fait comprendre qu'ils devraient tout recommencer.
Tuapse est visé, et l'Ukraine semble déterminée à frapper encore et encore, jusqu'à ce que Poutine réalise que son centre d'exportation pétrolier en mer Noire devient inutilisable. La frappe sur Tuapse montre que l'Ukraine pousse plus loin sa stratégie, expulser la Russie de la mer Noire et accentuer la pression sur le secteur pétrolier russe. Les drones ukrainiens devaient survoler ou contourner la Crimée pour atteindre Tuapse, c'était inévitable. Normalement, les radars russes repèrent ces drones et les défenses aériennes les détruisent. Mais ce n'est pas le cas. Les drones ukrainiens frappent la Crimée et la dépassent sans être interceptés, montrant d'importantes failles dans les défenses péninsulaires de Poutine. Quant au pétrole, l'Ukraine frappe les installations pétrolières russes depuis des mois maintenant. Elle a accru ses frappes depuis fin mars, sans doute à cause de la levée temporaire des sanctions américaines sur le pétrole russe après le chaos dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine a réagi à cette pause des sanctions par des semaines d'attaques, incendiant centres d'exportation et raffineries de pétrole russe. L'objectif est double. Comme le dit Kirilo Boudanov, chef du bureau présidentiel ukrainien, l'Ukraine veut prouver qu'elle dispose encore de nombreux atouts pendant les négociations de paix. La Russie cherche à présenter l'Ukraine comme une force épuisée. C'est difficile quand vos navires coulent, vos radars sont détruits et votre infrastructure pétrolière brûle à cause des drones ukrainiens. Deuxièmement, l'Ukraine veut empêcher la Russie de profiter autant que Poutine l'espère des chocs pétroliers causés par l'opération Fureur épique en Iran. La Russie devrait actuellement fortement profiter du pétrole. Le blocus du détroit d'Ormuz a conduit le pétrole brut russe Oural à se négocier à des prix qui, il y a seulement quelques semaines, s'approchaient dangereusement des $100 le baril. Des frappes comme celles que nous avons vues à Tuapse ont été couronnées de succès pour l'Ukraine. Selon la nouvelle voix de l'Ukraine, les terminaux pétroliers et les raffineries en feu de la Russie lui coûtent $100 millions par jour en revenus pétroliers. Ce sont tous des revenus que Poutine s'attendait à pouvoir taxer afin de générer plus d'argent pour sa machine de guerre. La Russie subit désormais un manque à gagner mensuel de $3 milliards de revenus pétroliers, tant que l'Ukraine poursuivra les frappes contre le pétrole russe comme ces dernières semaines. Mais revenons à la Crimée et à la mer Noire. Précédemment, nous avons mentionné que les événements du 19 avril s'inscrivaient dans une campagne ukrainienne plus large pour forcer la désoccupation de la Crimée. L'Ukraine a compris qu'elle ne pouvait pas reconquérir cette péninsule par voie terrestre. Elle enverrait des troupes dans des points d'étranglement, qui les rendraient faciles à bombarder avec de l'artillerie et des frappes aériennes. Donc, l'Ukraine joue sur le long terme. En grignotant les défenses russes en Crimée et en mer Noire, l'Ukraine rend la péninsule de Crimée trop dangereuse pour de nombreux Russes qui se sont installés sur le territoire occupé. On observe un changement notable dans la manière dont Russes et soldats abordent la Crimée depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Pendant les premières années de la guerre, la Crimée était vue comme un refuge, surtout par rapport au continent ukrainien, où se concentraient les combats. La péninsule était hors de portée des missiles et drones ukrainiens, qui faisaient alors effet en mer Noire. Nous allions enfin voir ce qu'ils pouvaient faire en Crimée. Pourtant, aussi récemment qu'en janvier 2024, Business Insider rapportait que des pelotons entiers de soldats russes abandonnaient les lignes de front et tentaient de fuir vers la Crimée. La perception moyenne des Russes concernant la Crimée était qu'elle était sûre. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Un peu plus d'un an plus tard, la Crimée est passée d'un lieu où l'on cherchait refuge à un endroit que les Russes fuient. Un rapport d'avril 2025 publié par RBC Ukraine a révélé que le groupe partisan ukrainien Artesh avait découvert que des officiers russes et leurs familles fuyaient massivement la péninsule annexée. La panique gagnait les officiers supérieurs de la flotte de la mer Noire, qui cherchaient à fuir rapidement. Bien sûr, le soldat moyen basé en Crimée a été sacrifié. Toutes les permissions pour l'armée russe, à l'exception des officiers supérieurs, avaient été annulées, et des patrouilles de couverture sillonnaient les rues pour surveiller aussi bien les déserteurs que les saboteurs potentiels. Le refuge sûr était devenu une zone de danger. Ce revirement est le résultat direct de la campagne de l'Ukraine contre les forces d'occupation en Crimée. Si une invasion terrestre est impossible, l'Ukraine détruira les défenses de Poutine en Crimée. Et dans le processus, cela va montrer à ceux qui vivent sur la péninsule, qu'ils soient soldats russes ou civils, qu'ils devraient partir aussi vite que possible. Les marins qui viennent de développer un trouble de stress post-traumatique après avoir vu 2 de leurs navires de débarquement être anéantis ne sont que le début. Ah, et la Russie aggrave encore la situation. Un exode massif de Crimée est possible, la Russie pouvant bientôt aggraver les maux causés par l'Ukraine en mobilisant les habitants de la Crimée. C'est ce qu'affirme Dmytro Pletanchuk, porte-parole de la marine ukrainienne.
S'adressant à TSN English le 23 mars, il a commenté le fait que les forces de défense du sud de la Russie allaient recommencer à impliquer les Criméens mobilisés dans des opérations de combat direct contre l'Ukraine à partir du 1er avril. Ce n'est pas nouveau, déclare Pletanchuk, soulignant qu'il y a déjà plusieurs centaines de victimes criméennes dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Quant à la mobilisation forcée, eh bien, c'est tout à fait attendu. Si cela se produit déjà dans les parties occupées de Zaporijia et de Kherson, alors pourquoi cela ne pourrait-il pas se produire aussi en Crimée ? Ajoute Pletanchuk. Soyons clairs, l'Ukraine a déjà fait de la Crimée, autrefois sûre, une zone dangereuse pour la Russie. Poutine intensifie ses efforts en mobilisant d'anciens émigrés russes pour renforcer la mainmise illégale du Kremlin sur la Crimée. Qu'est-ce que Poutine pense obtenir avec ça ? Il ne faudra pas longtemps avant que ce ne soit plus seulement les officiers qui essaient de s'éloigner le plus possible de la Crimée. Citoyens et réservistes voudront vite quitter la région. Ceux qui resteront finiront en Ukraine, où ils seront inévitablement tués au front. Le point que nous soulignons ici est simple. Quand il y a moins de Russes en Crimée, la mainmise de Poutine sur la péninsule s'affaiblit. L'Ukraine profite de ce fait en transformant la Crimée en zone grise dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ce qui devait être une source de force pour la Russie s'est au contraire transformé en l'une des plus grandes faiblesses de Poutine, un handicap stratégique qui se trouve à portée de la nouvelle génération de drones et de missiles ukrainiens, et qui sera tout simplement frappé encore et encore. Le pont de Kertch, reliant la Crimée au territoire continental russe, s'est montré vulnérable aux frappes ukrainiennes répétées. La flotte de la mer Noire ne compte presque plus en mer Noire. Chaque semaine en Crimée, des systèmes de défense aérienne russes et des installations pétrolières et militaires sont détruits. Ancienne base de toutes les opérations russes dans le sud, ce lieu est devenu un gouffre pour les ressources de Poutine. New Eastern Europe indique que la Russie a encore environ 150 000 soldats stationnés en Crimée. Ils attendent une attaque terrestre qui ne viendra pas d'Ukraine et ne peuvent rejoindre le continent car l'Ukraine détruit leurs navires. Ils sont inutiles. Une force terrestre impuissante face à des drones et missiles qu'elle ne peut pas arrêter. La Russie est confrontée à un dilemme en Crimée. Elle a trop à défendre sur la péninsule, mais manque de ressources pour protéger ses cibles les plus précieuses. L'Ukraine a progressivement affaibli les défenses aériennes, ce qui a permis de créer des couloirs aériens sûrs, nécessaires pour les types d'attaques que nous avons vus le 19 avril. Si la Russie renforce la Crimée, elle affaiblit ses forces continentales. En conservant ses défenses en Ukraine, la Crimée devient plus vulnérable à chaque frappe de drone. Voilà le génie de la stratégie ukrainienne en mer Noire. Sans envoyer de soldats, elle a affaibli l'emprise de Poutine sur la Crimée et la mer Noire. La libération n'implique pas toujours que des troupes franchissent à les défenses. Elle peut résulter d'une campagne soutenue qui chasse ceux-là même qui occupèrent le territoire au départ. Les frappes à longue portée de l'Ukraine ont déjà forcé la majeure partie de la flotte de la mer Noire à quitter sa zone maritime d'origine. En Crimée, chaque attaque sur les ports, les installations militaires ainsi que les incendies de pétrole visibles depuis la Russie continentale envoient un message. Partez pendant qu'il est temps. L'Ukraine continuera. Avec la mobilisation à venir, Poutine pourrait voir plus de Russes tenir compte de ce message qu'il ne l'aurait cru. La campagne de désoccupation menée par l'Ukraine ne s'arrête pas à la Crimée. Sur le continent, surtout dans le sud, l'Ukraine libère son territoire de façon plus traditionnelle. Les drones longue portée de l'Ukraine ont allumé la mèche. Maintenant, l'enfer fait rage en Russie. Jamais auparavant dans l'histoire le pétrole russe n'a autant brûlé. Il n'y a même pas de comparaison. Frappe après frappe, l'Ukraine a déclenché un immense brasier que la Russie n'arrive pas à éteindre. Des infrastructures essentielles ont été détruites. L'Ukraine a accompli l'incroyable. La Russie fait désormais face à un avenir où son pétrole ne sera plus la bouée de sauvetage d'autrefois. Tout d'abord, nous vous emmenons dans la nuit du 18 avril. À cette date, l'Ukraine a lancé des essaims de drones sur le territoire russe. Tous avaient un seul type de cible, les infrastructures pétrolières qui maintiennent la Russie en vie. Alors que l'invasion de l'Ukraine par Poutine entre dans sa 5e année, rien n'était à l'abri des frappes ukrainiennes cette nuit-là. Dans la région de Samara, 2 raffineries russes ont été touchées par des engins explosifs volants. Des sanctions imposées par l'Ukraine s'ajoutent aux dégâts déjà causés à la Russie par les sanctions traditionnelles. Les raffineries de Syzran et de Novokuichevsk sont en feu, avec des incendies signalés sur les 2 sites. Plus à l'ouest, à Leningrad, les drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier RPK Vysotsk Lukoil 2, qui joue un rôle clé en aidant la Russie à exporter son pétrole via ses ports de la mer Baltique. Enfin,
La région de Krasnodar a affronté des drones ukrainiens, se dirigeant vers la station de pompage de pétrole de Tikhoretsk. Les défenses aériennes russes à Krasnodar ont échoué. Les drones ukrainiens ont de nouveau frappé directement leurs cibles. Le ministère de la Défense russe est resté silencieux sur les frappes ukrainiennes menées à travers toute la Russie contre ces installations pétrolières. Il n'a même pas pu invoquer l'excuse habituelle des débris de drones souvent avancés après les dégâts causés par les drones ukrainiens. Le ministère s'est contenté d'annoncer que ses défenses aériennes avaient abattu 258 drones ukrainiens dans la nuit du 18 avril, dont plusieurs au-dessus des régions actuellement en feu. Qui sait ? Peut-être que la Russie a effectivement abattu certains des drones ukrainiens. Mais si c'est le cas, ce n'était clairement pas suffisant pour arrêter la Russie à temps. L'état-major ukrainien a annoncé sur Telegram ses frappes réussies, affirmant que la Russie ne peut les nier. Toutes les installations participent à l'approvisionnement des forces armées russes, a indiqué l'état-major général en publiant des photos des sites frappés. Chaque photo montre la même chose. D'épais nuages de fumée noire s'élèvent des installations pétrolières russes, visiblement touchées par une explosion et un incendie. L'Ukraine évalue encore les dégâts et tente de confirmer ce qu'elle a touché dans ces installations. Mais il est certain que plus de pétrole russe brûle. C'est ce à quoi Poutine doit désormais faire face. Cette série de frappes n'est que le dernier exemple d'une campagne en constante escalade que l'Ukraine a lancée contre la Russie. Cette campagne crée de sérieux problèmes pour la Russie, sur lesquels nous allons revenir bientôt. Avant cela, vous ne pensiez tout de même pas que l'Ukraine en aurait fini avec les raffineries et autres installations pétrolières de la Russie le 18 avril, n'est-ce pas ? En frappant le carburant et le pétrole sur le territoire de Poutine, les drones ukrainiens ont aussi visé les forces russes occupant Mariupol depuis la majeure partie de la guerre. Les drones de moyenne portée de l'Ukraine ont directement frappé des sites de stockage de lubrifiants et de carburant dont les forces russes ont besoin. Pour tout. De l'entretien de l'équipement à l'utilisation des véhicules pour attaquer les positions ukrainiennes. Il est facile de voir le lien ici. L'Ukraine détruit les raffineries qui fabriquent ses produits à l'intérieur de la Russie, et elle détruit les produits eux-mêmes dans les territoires occupés. C'est un double revers pour la stratégie terrestre russe, privant longtemps l'infanterie de carburant et lubrifiants. Dans le secteur de Mariupol, l'Ukraine a même trouvé le temps de frapper des cibles non liées au pétrole à Mangouche et Gravska, qui se trouvent toutes deux dans la région de Donetsk. Les drones ukrainiens ont détruit des unités de réparation russes, notamment à Zaporizhia dans le district de Tokmak. Nous assistons à l'ascension de l'Ukraine comme puissance de drones longue portée, rivalisant avec la Russie et dépassant les stratèges de Poutine. Concernant l'importance stratégique des cibles, la Russie se satisfait de frapper presque n'importe quoi en Ukraine, surtout si cela terrorise les civils. L'Ukraine est bien plus ciblée. Elle vise à plusieurs reprises le pétrole russe en Russie même, et elle paralyse l'armée de Poutine dans les territoires occupés. Des incendies sans précédent ravagent désormais raffineries et terminaux pétroliers à travers la Russie. Et l'Ukraine en avait encore en réserve. Le 20 avril, on a appris qu'elle avait frappé le port pétrolier de Tuapse, l'une des principales artères logistiques russes en mer Noire. C'était la deuxième frappe ukrainienne sur le port en moins d'une semaine. Cela a de nouveau causé un grand incendie, survenu quelques heures après que la Russie ait éteint un feu similaire déclenché par une frappe le 16 avril. Tuapse abrite également une autre raffinerie de pétrole russe, capable de traiter jusqu'à 240 000 barils de pétrole brut par jour. Si vous commencez à remarquer un schéma ici, vous n'êtes pas le seul. L'Ukraine cherche à recouvrir un maximum de territoire russe d'un brouillard noir. Cela envoie un message au peuple de Poutine. Votre président a déclenché une guerre qui frappe désormais à votre porte. Les frappes ukrainiennes contre le pétrole russe des 18 et 20 avril comportent aussi une question de calendrier. Le 18 avril, on a appris que le Trésor prolongeait la suspension des sanctions américaines sur les exportations de pétrole russe depuis l'invasion de Poutine. Cette prolongation suivait une suspension des sanctions américaines. Les chocs sur les prix du pétrole causés par le blocus du détroit d'Ormuz, que l'Iran a mis en place en réponse à l'opération Epic Fury. La suspension des sanctions durera 30 jours et a été décidée 2 jours après que Scott Bessent, secrétaire au Trésor, ait déclaré que les États-Unis ne prolongeraient pas cette pause. L'Ukraine n'aurait pas apprécié que la Russie puisse vendre librement son pétrole. Des centaines de millions, voire des milliards de dollars iront en Russie et Poutine pourra les taxer pour financer sa guerre contre l'Ukraine. On pourrait donc dire que les drones survolent la Russie et que les raffineries brûlent, car l'Ukraine veut rendre la levée des sanctions insignifiante. Tes navires peuvent naviguer, Poutine, mais cela importe peu si le pétrole à transporter a disparu. Mais à ce stade,
Tu pourrais te demander si ce que l'Ukraine a accompli le 18 avril, ainsi que sa frappe du 20 avril contre Tuapse, signifie vraiment que le pétrole russe brûle plus que jamais. Après tout, ce n'est pas comme si les frappes de l'Ukraine contre les raffineries étaient quelque chose de nouveau. En 2025, on a vu ce type de frappe s'intensifier de façon spectaculaire, ce qui a donné une année où l'Ukraine a mené 120 attaques contre des installations énergétiques russes, dont 81 visaient des raffineries de pétrole. À la fin de l'année, la Russie avait perdu 13 milliards de dollars à cause de ces frappes. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais il reste une pièce du puzzle à révéler. Les 5 frappes évoquées sont simplement les plus récentes lancées par l'Ukraine. Depuis que les États-Unis ont annoncé leur première pause sur les sanctions contre la Russie en mars, l'Ukraine frappe la Russie encore et encore, provoquant une tempête sans précédent à laquelle Vladimir Poutine n'a jamais eu à faire face auparavant. Cela change tout en ce qui concerne l'ampleur des attaques de l'Ukraine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ceci est un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Il y a bien plus de contenu similaire, alors abonnez-vous si cette chaîne vous est utile. Donc nous avons vu la partie émergée de l'iceberg le 18 avril. Plongez sous la surface et découvrez une campagne de frappes ukrainiennes qui ruine l'industrie pétrolière russe. Allons dans la région baltique. L'Ukraine a détruit un terminal pétrolier à Leningrad, ce qui n'est qu'un infime aperçu de l'enfer que le pays a déchaîné sur cette région occidentale de la Russie au cours du dernier mois environ. Au 31 mars, la BBC indiquait que l'Ukraine avait mené plusieurs frappes contre 3 sites pétroliers dans la région de Leningrad, dont la raffinerie de Karichi, et les ports stratégiques russes d'Ost-Louga et Primorsk sur la mer Noire. Selon le média, ces ports assurent 42% des exportations pétrolières russes. Tous deux ont subi des dégâts, et des réservoirs de stockage ont brûlé. 8 réservoirs ont brûlé à Primorsk, et 8 à Oust-Louga suite aux frappes ukrainiennes de mars, et les ports ont été fermés à divers moments pendant la gestion des dégâts par les autorités. Les frappes ukrainiennes ont été si importantes que le président Zelensky a affirmé que certains alliés ont demandé à l'Ukraine d'en réduire l'intensité. Volodymyr Zelensky n'a pas précisé l'auteur de cette demande, sans doute liée à la hausse du pétrole due à la situation dans le détroit d'Ormuz. Le 18 avril montre clairement que l'Ukraine ne s'arrête pour personne. Elle ne laissera pas un événement lointain la détourner de son objectif de nuire à la Russie par tous les moyens. L'Ukraine n'acceptera pas que la Russie bénéficie à la fois d'une levée des sanctions et de la hausse du pétrole. L'analyste du secteur pétrolier et gazier, Boris Arenstein, estime que les actions de l'Ukraine dans la région de Leningrad sont la plus grande menace pour les exportations de pétrole russe depuis le début de la guerre. C'est le principal enjeu. Si l'Occident n'agit pas assez contre la Russie et que les États-Unis suspendent temporairement leurs sanctions, l'Ukraine prendra les choses en main. Elle fait exactement cela depuis la mi-mars. L'événement du 18 avril prolonge une campagne de bombardement stratégique que l'Ukraine poursuit désormais grâce à un approvisionnement durable en drones longue portée. Les frappes se poursuivent. Nous avons déjà mentionné Tuapse, que l'Ukraine a frappé 2 fois la semaine dernière. Le 5 avril, l'Ukraine a également frappé une raffinerie appartenant à Lukoil dans la ville de Kostovo, puis a lancé une autre attaque contre un terminal pétrolier à, vous l'avez deviné, Leningrad. Un déluge de feu ukrainien, un barrage continu de drones que la Russie ne peut intercepter totalement, provoque d'immenses incendies sur tout le territoire de Poutine. Quand nous disons que la Russie brûle comme jamais auparavant, c'est exactement ce que nous voulons dire. Le 18 avril, l'Ukraine a intensifié un brasier déjà si vaste qu'il menace d'engloutir la seule industrie alimentant la machine de guerre envoyée par Poutine en Ukraine. Quant à la réaction de la Russie face à tout cela, eh bien ça ne va certainement pas lui plaire, n'est-ce pas ? Malgré ses démentis habituels et ses affirmations selon lesquelles elle abat chaque drone envoyé par l'Ukraine, la Russie panique, à juste titre. Les attaques de l'Ukraine ont un impact énorme, transformant un problème brûlant en une véritable catastrophe pour l'armée russe et son économie. Nous allons revenir sur ces 2 points dans un instant. D'abord, parlons de la panique en Russie. Au Kremlin, certains avertissent déjà Poutine de l'avance ukrainienne sur les drones longue portée. Sergei Shoigu, ex-ministre de la Défense et chef du Conseil de sécurité russe, en fait partie. Il affirme que le développement national des drones en Ukraine a tellement progressé qu'aucune région à l'intérieur de la Russie n'est à l'abri des attaques ukrainiennes. Les drones ukrainiens peuvent parcourir plusieurs centaines, et parfois même plus de 1600 km, pour atteindre leur cible. Et l'Ukraine construit ces drones en si grande quantité qu'elle peut toujours réessayer si l'une de ces attaques échoue. L'Ukraine en est maintenant au point où elle lance plus d'attaques transfrontalières contre la Russie que la Russie n'en lance contre l'Ukraine. En mars, l'Ukraine a surpassé la Russie de près de 900 drones.
Un chiffre hallucinant de 7347 drones ukrainiens ont pénétré sur le territoire russe et selon le ministère russe de la Défense, ont été abattus en mars. Les raffineries et les dépôts en feu racontent une toute autre histoire, car l'Ukraine a clairement renversé la situation dans l'un des domaines de la guerre où la Russie détenait autrefois un avantage évident. Les frappes massives sont désormais au cœur de la stratégie ukrainienne. Le Kremlin sait qu'il ne peut pas vraiment stopper l'Ukraine. C'est là que la panique s'installe, car toute tentative de menacer l'Ukraine pour qu'elle n'utilise pas ses propres drones sera vaine. Les porte-paroles de Poutine ont averti les partenaires européens de l'Ukraine. La Russie se tournera vers l'Europe si rien n'est fait pour stopper les attaques ukrainiennes contre le pétrole russe. Les intentions réelles de la Russie restent floues. Seules des conséquences imprévisibles sont annoncées. Si Poutine suit son schéma habituel, cela ne change rien. Il continuera d'envoyer des drones et navires sur le territoire de l'OTAN. L'ancien président russe et célèbre lèche-botte de Poutine, Dmitri Medvedev, a également affirmé que la Russie a établi une liste de cibles potentielles pour les forces armées russes en Europe, en se concentrant particulièrement sur les pays qui ont conclu des accords de production conjointe avec l'Ukraine. Aucune de ces menaces n'obtient l'effet voulu par la Russie. Ce n'est pas nouveau pour les partenaires européens de l'Ukraine que la Russie est une liste de cibles. Eux aussi ont la leur contre la Russie. Ces menaces sont aussi impuissantes qu'à peine voilées. La Russie sait que rien de ce qu'elle dit ou fait n'empêchera l'Ukraine d'envoyer davantage de drones sur son territoire. Poutine récolte ce qu'il a semé après plus de 4 ans à terroriser l'Ukraine avec des drones de type Shahed et des missiles. Maintenant que la Russie goûte à sa propre médecine, Poutine se plaint et menace, mais il n'accomplit rien. Rien que cela est humiliant pour la Russie. Elle n'arrive pas à arrêter les drones ukrainiens malgré le fait qu'elle possède soi-disant l'une des armées les plus puissantes du monde. Un certain tigre s'est révélé n'être qu'un tigre de papier. La Russie n'est pas contente de tout cela. Tandis que le Kremlin cherche à freiner l'Ukraine en pressant les partenaires européens de l'Ukraine, il doit aussi gérer les conséquences des frappes ukrainiennes sur le pétrole russe. D'abord, il y a l'argent. Dans un rapport du 18 avril, qui coïncide justement avec la série de 4 frappes ayant déclenché un incendie encore plus important en Russie, UKR Inform a révélé que l'Ukraine a forcé la Russie à réduire ses expéditions de pétrole d'environ 880 000 barils par jour. Cela représente 100 millions de dollars retirés du trésor de guerre russe chaque jour. Ce chiffre devrait encore augmenter avec les frappes accrues de l'Ukraine sur les raffineries et terminaux pétroliers. Selon Zelensky, rien qu'en mars, l'Ukraine a infligé au moins 2,3 milliards de dollars de pertes au secteur pétrolier russe. Si l'Ukraine maintient ce rythme, la Russie perdra 27,6 milliards de dollars d'ici fin 2026, soit le double des pertes subies en 2025 à cause des frappes ukrainiennes. Si l'Ukraine maintient les pertes de 100 millions de dollars par jour depuis fin mars, les dégâts économiques pour la Russie pourraient être encore plus grands. La Russie doit réacheminer le pétrole à travers le pays, ce qui impacte aussi son armée. Des retards surviennent partout. Le pétrole et le carburant attendus en Ukraine occupés sont bloqués, car la Russie cherche désespérément des lieux sûrs pour les stocker et les transporter. Le système logistique pétrolier ennemi perd progressivement sa capacité à assurer des exportations ininterrompues, et les effets sont déjà visibles sur le champ de bataille. Moins de ressources pour l'ennemi offre plus d'opportunités à nos unités, ont déclaré les forces des systèmes sans pilote ukrainiennes sur Telegram. D'ailleurs, l'un des endroits vers lesquels la Russie essaie de rediriger son pétrole est Tuapse. La frappe ukrainienne sur ce port clé le 20 avril prend soudainement plus de sens. Enfin, il y a un problème peu évoqué, que posent à Poutine les explosions provoquées par l'Ukraine à travers la Russie. Selon le média ukrainien Oboz, des responsables de plusieurs régions que l'Ukraine cible avec ses frappes se tournent désormais vers le Kremlin pour renforcer leur défense aérienne dans ces zones. C'est une réaction naturelle et logique. Selon Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région de Leningrad, des ressources matérielles ont déjà été allouées au district militaire de Leningrad à cette fin. Mais il y a un problème avec cette solution supposée. La Russie ne dispose pas vraiment d'une abondance de systèmes de défense aérienne qu'elle pourrait utiliser pour se protéger contre les drones ukrainiens. Depuis le début de l'invasion de Poutine, le ministère des Finances indique que la Russie a perdu 1350 systèmes de défense aérienne jusqu'au 21 avril. C'est un nombre incroyablement élevé de systèmes, dont beaucoup sont détruits par les mêmes drones qu'ils sont censés abattre. Pire pour la Russie, l'Ukraine a désormais des drones de moyenne portée qui frappent plus souvent les territoires occupés, détruisant les défenses aériennes russes en Ukraine. Sûr,
1530 frappes ukrainiennes lancées en Russie et dans les territoires occupés entre juin 2025 et mars 2020, 492 ont détruit des éléments de l'infrastructure de défense aérienne russe. Cela place la Russie dans une situation où elle a besoin de plus de systèmes de défense aérienne, précisément au moment où elle n'en dispose pas. Une autre dimension de la campagne de l'Ukraine contre le pétrole russe est révélée. L'Ukraine savait que la Russie essaierait de réagir à ces actions en installant des défenses aériennes dans les raffineries et les terminaux pétroliers. Encore une fois, c'est logique. Ces systèmes de défense aérienne doivent venir de quelque part, puisque la Russie n'en a plus en réserve. Ils seront donc retirés des territoires occupés et d'autres cibles militaires clés en Russie. Poutine pourrait sauver une partie de son pétrole, mais exposera d'autres cibles. C'est donc une situation perdant-perdant pour la Russie. Alors que les incendies se multiplient et que d'autres drones arrivent, la Russie se limite à des menaces et réorganise des défenses aériennes affaiblies après 4 ans de frappes ukrainiennes. La Russie peine à résoudre les problèmes posés par l'Ukraine en 2026. Il est probable que de nouvelles frappes sur les installations pétrolières russes soient bientôt signalées, l'Ukraine poursuivant une campagne qui épuise la Russie. On leur accorde à peine quelques jours. En attendant notre prochain reportage sur les frappes de longue portée de l'Ukraine, découvrez la panique actuelle au Kremlin. Si vous aviez dit à quiconque regardait les premières heures chaotiques de l'invasion à grande échelle de la Russie que l'Ukraine se battrait encore plus de 4 ans plus tard, presque personne ne vous aurait cru. Et pourtant, nous y sommes. Non seulement l'Ukraine tient toujours debout début mars 2026, mais elle est, selon la plupart des indicateurs mesurables, dans une position opérationnelle plus forte qu'en 2025. Il y a plusieurs raisons à cela, toutes centrées sur le fait que l'Ukraine a pu développer des armes et des tactiques plus efficaces au cours de la guerre, tandis que la Russie est restée fermement ancrée dans les anciennes méthodes. En fait, il y a eu un tel renversement de situation que non seulement l'Ukraine a percé la ligne de front russe, mais la Russie ne semble pas capable d'arrêter son avancée. La clé pour l'Ukraine, c'est de frapper là où ça fait vraiment mal. Commençons par une perspective plus large proposée par Bill Grudo, le financier et militant anticorruption, qui est devenu l'une des voix les plus pointues sur les aspects économiques de la guerre menée par la Russie. Son argumentation est double. D'un côté, la Russie a commis d'énormes erreurs tactiques que nous avons largement couvertes au cours des 4 années de guerre. Mais l'autre argument est que le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a cessé d'attendre que les gouvernements occidentaux imposent une pression économique à la Russie. Au lieu de cela, l'Ukraine le fait directement, avec des frappes sur les raffineries de pétrole russe et des attaques contre les navires de la soi-disant flotte fantôme que Moscou utilise pour contourner les sanctions. L'Ukraine a réussi à frapper la Russie là où ça fait le plus mal, directement au portefeuille. Chaque raffinerie mise hors service, chaque pétrolier neutralisé, est un coup porté à la source de revenus qui alimente la machine de guerre russe. Regardons les chiffres. Selon la fondation Carnegie, l'Ukraine a mis hors service environ 38% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Cependant, cette même analyse suggère que la Russie n'a en réalité perdu qu'environ 69% de ses capacités nettes d'exportation de carburant grâce à une marge de production excédentaire. Cela a été réalisé au cours de 120 attaques tout au long de 2025, dont la plupart ont réussi à infliger des dégâts à l'infrastructure pétrolière russe. Les attaques ont culminé en 2026 avec 40 frappes au cours des mois de janvier et février, touchant au moins 13 cibles vitales. Cela comprenait une attaque contre la raffinerie de pétrole de Volgograd qui a entraîné l'arrêt de 40% de sa capacité de production. Cette installation à elle seule représentait environ 5% des exportations de carburant d'avant-guerre, permettant ainsi à l'Ukraine de poursuivre son objectif de priver la Russie des ressources qui soutiennent ses efforts. Tout cela est en grande partie dû à la capacité de l'Ukraine à atteindre de nouvelles cibles, une capacité qui s'est considérablement développée depuis les premiers mois de la guerre. À l'époque, elle dépendait entièrement des limitations de portée des armes fournies par l'Occident. En 2025 et 2026, cette expansion est incarnée par Firepoint. L'entreprise privée de défense basée à Kiev, fondée à la mi-2022 par un groupe d'ingénieurs, d'architectes et de concepteurs de jeux vidéo, a commencé dans des ateliers de fortune. Et elle compte désormais plus de 2000 employés travaillant dans plusieurs sites de production dissimulés à Kiev et dans ses environs. En particulier, le drone FP1 mérite qu'on lui accorde une attention particulière. Le drone d'attaque à sens unique, ou drone OA, est le principal drone, celui qui a causé le plus de dégâts, avec une portée d'environ 1000 km.
Avec une ogive de plus de 27 kg selon la configuration et une conception optimisée pour la modularité, la facilité d'assemblage et la résistance à la guerre électronique, le FP1 s'est vu attribuer plus de 60% des frappes en profondeur menées par l'Ukraine à l'intérieur du territoire russe. La plupart des frappes contre les dépôts de munitions russes, les raffineries de pétrole et les centres de commandement militaires ayant marqué l'actualité internationale au cours de l'année écoulée ont été menées par cette unique plateforme locale. Le FP2 était l'étape suivante. C'est un engin plus puissant avec une charge utile plus importante mais une portée plus courte, conçu pour cibler des structures renforcées. La portée limitée à 210 km indique que le drone visait à détruire des centres de commandement ou à freiner l'avancée russe en Ukraine. Mais au début de 2026, le cofondateur et concepteur en chef de Firepoint, Denis Klitterman, a suggéré que la plateforme devait subir une mise à jour pour accueillir une ogive de 44 kg afin d'augmenter son efficacité. Au-dessus du FP1 et du FP2 en termes de capacité se trouve le FP5 Flamingo. Il s'agit du missile de croisière de Firepoint, qui transporte une ogive de 1150 kg sur une portée allant jusqu'à 3000 km. Sa cellule est construite à l'aide d'un enroulement en fibre de verre transparente au radar, une technique normalement réservée aux missiles balistiques, ce qui l'aide à échapper à la détection radar pendant le vol. La production a commencé à s'accélérer à la mi-2025 avec pour objectif d'atteindre 210 unités par mois d'ici l'automne. Plus important encore, le Flamingo a déjà été utilisé, des sources ukrainiennes ayant confirmé des frappes sur le champ d'essai de Kapustin Yar en Russie en janvier 2026. Lors d'une opération distincte, le missile a frappé une usine de production de missiles Iskander à l'intérieur de la Russie. Il s'agit d'un missile de croisière construit en Ukraine, qui frappe les usines fabriquant les missiles que la Russie tire sur les villes ukrainiennes. Ce qui nous amène au sommet de l'ambition de Firepoint, le FP9. C'est un missile balistique à courte portée, avec une portée d'environ 800 km, une ogive de 770 kg et une vitesse terminale d'environ Mach 6,5. À titre de comparaison, le missile balistique Iskander de la Russie, le système qui a causé d'énormes dégâts aux infrastructures ukrainiennes tout au long de la guerre, atteint sa cible à environ un tiers de cette vitesse. En pratique, cela signifie que les systèmes de défense aérienne disposent d'une fraction de la fenêtre d'interception qu'ils auraient normalement contre un Iskander. Et étant donné que la Russie a lentement perdu des S-400 tout au long de la guerre, un déploiement massif de FP9 pourrait accélérer la capacité de l'Ukraine à imposer des sanctions économiques par missile. Dans tout cela, on peut dire que le facteur le plus important est que l'ensemble du programme d'armement existe complètement en dehors des contraintes de l'OTAN et de l'Occident. Les missiles ATACMS fournis par les États-Unis ont une portée maximale d'environ 190 miles essentiellement limitée pour empêcher des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Donc, tout ce qui a atteint Moscou ou visé des infrastructures à l'intérieur de la Russie a été produit localement. Si le FP9 atteint une production à grande échelle, il pourrait menacer Moscou ou Saint-Pétersbourg. Au-delà des armes elles-mêmes, l'Ukraine a également commencé à s'attaquer à un problème systémique qui a réduit l'efficacité de sa campagne de drones depuis le début de la guerre. Le 10 mars, le ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, nommé à ce poste en janvier 2026 précisément pour accélérer l'avantage technologique de l'Ukraine, a signé un ordre officiel réorganisant la manière dont le pays achète des drones. L'ancien système reposait sur des relations, des processus opaques de formation de la demande et des facteurs que les analystes militaires ont clairement qualifiés de risques de corruption. Les soldats ukrainiens en première ligne recevaient souvent des drones qui ne donnaient pas les résultats annoncés qu'ils devaient ensuite modifier et réparer eux-mêmes dans les tranchées. Le nouveau système est beaucoup plus simple. Les unités militaires soumettent des demandes en fonction de leurs besoins. L'état-major général établit ensuite une liste d'achats ne contenant que les spécifications techniques du matériel requis. Point essentiel, la liste ne cite aucune marque ni fabricant spécifique. La décision concernant les produits effectivement achetés est ensuite prise par 5 systèmes numériques exploitant les données du champ de bataille. ePoint, qui suit l'efficacité réelle des équipements sur le terrain, DotChain et Brave One Market, qui enregistrent ce que les unités achètent de manière indépendante, reflétant ainsi la demande réelle au niveau local. Et Delta et Mission Control, qui fournissent des matrices de synchronisation et des analyses d'application au combat. Si un drone ne vole pas ou ne touche pas ses cibles, le système supprime simplement toute demande pour celui-ci. La décision d'achat repose sur les données, pas sur les bons contacts au ministère. L'allocation budgétaire a également changé.
Dans la nouvelle structure, 80% des fonds d'approvisionnement vont exclusivement aux systèmes qui ont démontré leur efficacité grâce aux données du champ de bataille. Les 20% restants sont réservés à l'innovation, comme les nouveaux systèmes testés dans des conditions de combat ou sans nécessiter toute la bureaucratie qui existe dans le système occidental. Fyodorov a décrit ces 20% comme le mécanisme permettant de tester rapidement de nouvelles technologies sans bureaucratie inutile. En pratique, l'Ukraine peut tester massivement un nouveau modèle de drone quelques semaines après son apparition, au lieu d'attendre des mois que le processus de certification aboutisse. Il y a aussi l'ampleur de l'industrie de défense ukrainienne qui a été pratiquement transformée. Au début de l'invasion à grande échelle en février 2022, l'Ukraine comptait 7 fabricants de drones. Elle en compte désormais plus de 500. Les entreprises de guerre électronique sont passées de 2 à plus de 200. Il n'existait pas de fabricants privés de missiles. Il y en a maintenant plus de 20. Les entreprises de véhicules terrestres sans pilote sont passées de 0 à plus de 100. Une telle croissance n'avait encore jamais été observée au XXIe siècle et a permis à l'Ukraine de rester au niveau de la Russie en matière d'innovation dans les drones. Sur le champ de bataille électronique, l'Ukraine a aussi progressé pour réduire l'avantage numérique russe, surtout concernant les drones. Place aux armes laser. Des images partagées sur les chaînes Telegram russes, ce qui est en soi révélateur, semblait montrer une arme à énergie dirigée ukrainienne désactivant un drone FPV guidé par fibre optique. Le drone en question est ce que les soldats des deux camps appellent un waiter, c'est-à-dire un drone d'embuscade, qui atterrit près d'une route en mode basse consommation, attend un véhicule ennemi, puis s'active et attaque. Les drones d'embuscade à fibre optique sont contrôlés par un câble physique qui se déroule depuis le drone pendant son vol. N'utilisant pas de signaux radio, ils sont presque insensibles au brouillage électronique, ce qui en fait l'une des menaces les plus dangereuses sur la ligne de front. Bien sûr, l'Ukraine possède sa propre version du drone à fibre optique avec des résultats similaires, mais on peut soutenir que la Russie a fait cette avancée en premier et l'utilise efficacement pour empêcher l'Ukraine de placer ses troupes près de la ligne de front. Mais la nouvelle arme à énergie pourrait bien renverser cet avantage. Les images montrent un faisceau lumineux concentré suivant le câble à fibre optique reliant le drone à son opérateur, après quoi le drone perd le contrôle et s'éteint. Il s'agit très probablement du système laser Sunray supposé, un prototype présenté à l'Atlantique en février, décrit comme ayant la taille d'un coffre de voiture et capable de brûler de petits drones en plein ciel en quelques secondes. Serhiy Bezgresnov, conseiller au ministère de la Défense et spécialiste des technologies radiomilitaires, a répondu aux affirmations russes selon lesquelles les images sont authentiques avec son sarcasme habituel. Les Russes disent que nous avons trouvé un moyen de contrer la fibre optique. Avec ce truc, nous scannons aussi les cerveaux et enlevons des gens, a déclaré Bezgresnov. Mais les opérateurs de drones russes filmés ne semblaient pas trouver cela drôle. Le contre-amiral retraité Mark Montgomery a indiqué aux journalistes, peu avant la diffusion de ces images, que l'Ukraine pourrait utiliser des lasers sur le champ de bataille d'ici 1 à 2 ans. Comparez cela au délai moyen d'acquisition, qui varie de 6 ans et plus, alors que les propres systèmes laser anti-drones américains sont en développement actif depuis 2022. Avec l'accélération de la course aux systèmes anti-drones, ceux-ci remplaçant les troupes humaines sur le champ de bataille, la première nation à développer une arme efficace et abordable pourrait obtenir un avantage majeur. Et c'est précisément pour cela que la perspective d'une arme laser est si unique. Fonctionnant à l'électricité, le coût par utilisation de l'arme proposée serait nettement inférieur au coût de fabrication du drone ennemi. Cela va à l'encontre de l'économie actuelle de la guerre des drones, où un missile ou un drone relativement coûteux est utilisé pour intercepter des drones ennemis moins chers, ce qui pourrait essentiellement bouleverser le concept même des drones. Mais l'Ukraine a pleinement tiré parti de cette dynamique. Sur le terrain, la situation sur le champ de bataille en février 2026 suggère que l'Ukraine, du moins selon l'évaluation propre de l'Institut pour l'étude de la guerre, est dans une meilleure position qu'au début de 2026. Maintenant, si vous voulez savoir exactement comment cela s'est produit, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne militaire. Nous publions du contenu quotidien qui suit de près tout ce qui concerne la guerre. En résumé, la Russie n'a pas atteint la majorité de ses objectifs hivernaux. Les troupes russes ont commencé à avancer relativement rapidement sur les axes de Oulipol et d'Olexandrivska à la fin octobre et au début novembre 2025. Le commandement russe espérait que ces avancées, complétant les opérations près d'Orikhiv, permettraient aux forces russes d'approcher la ville par l'est et l'ouest, puis de progresser vers Zaporijia.
Cette manœuvre aurait pu permettre aux troupes russes de contourner les lignes défensives est-ouest fortement fortifiées de l'oblast de Zaporijia au lieu de tenter des assauts frontaux depuis le sud. Rappelez-vous, Zaporijia était en gros l'un des derniers bastions de la résistance ukrainienne dans la région, surtout après que la Russie ait réussi à obtenir une victoire à la Pyrrhus à Pokrovsk après 2 ans de combat là-bas. Le plan avait une certaine logique. Début décembre 2025, l'ISW a estimé qu'une percée tactique au nord et au nord-est de Uliapol pourrait permettre aux forces russes d'obtenir des gains opérationnels. Puis, le 29 décembre 2025, le commandement russe a annoncé son intention de relier les axes Orikhiv et Uliapol afin d'avancer vers Zaporijia. Au-delà de cela, l'objectif ultime semblait être la ceinture de forteresse de l'Ukraine, c'est-à-dire le corridor fortement fortifié de villes dans l'oblast de Donetsk, comprenant Drushkivka, Slobiansk et Kramatorsk, où la Russie se positionnait pour lancer l'assaut en tant que point central de sa campagne du printemps-été 2026. Mais c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Vous voyez, la campagne de missiles et de drones de la Russie contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine durant l'hiver 2025-2026 n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques prévus. Malgré les lourds dégâts au réseau électrique ukrainien et des mois de difficultés pour les civils, les forces russes n'ont pas réussi à couper l'énergie près du front ni à freiner la croissance de la base industrielle de défense ukrainienne dans la région. La conseillère du ministère de la Défense ukrainien, Anna Gvozdia, a déclaré le 19 février que la production avait été multipliée par 50 depuis 2022 et avait atteint une valeur estimée à 50 milliards de dollars. La Russie a ciblé les infrastructures destinées à stopper la production d'armes ukrainiennes, et pourtant, la production d'armes a tout de même augmenté. Les tactiques russes ont simplement été entravées sur le terrain. Moscou a misé sur des tactiques d'infiltration et des actions offensives avec des forces motorisées légères, ce qui signifie idéalement qu'elle perd moins de matériel blindé, mais énormément d'hommes. Mais à la fin décembre 2025, il y avait déjà un ralentissement parce que les forces russes avaient subi de très lourdes pertes au cours des mois précédents. Le modèle d'infiltration fonctionnait lorsque l'infanterie russe parvenait à pénétrer avec succès les positions ukrainiennes, à s'y regrouper et à consolider leurs positions. Mais les forces ukrainiennes ont empêché les groupes d'infiltration de bénéficier d'une progression en appui du reste des troupes russes, les coupant essentiellement au milieu du territoire ennemi. Cela a probablement privé les forces russes des positions offensives de départ à partir desquelles elles comptaient lancer une offensive d'été dans le but d'atteindre Zaporijia. Ensuite, la contre-offensive de l'Ukraine lancée à la fin janvier a exploité précisément cet échec. Les forces ukrainiennes ont commencé à repousser les forces russes hors de l'oblast de Dnipropetrovsk et à saper les préparatifs russes pour une offensive de printemps. Ce changement soudain de la ligne de front a permis à l'Ukraine de libérer plus de 150 miles carrés de territoire en moins d'un mois, rendant à l'Ukraine plus de territoire qu'elle n'en avait perdu entre le milieu et la fin de l'été, et ce, pour la première fois depuis la contre-offensive de l'été 2023. Les unités spécifiques déplacées racontent à quel point la Russie est réellement sous pression. Le commandement militaire russe a été contraint de redéployer des unités d'élite aéroportées et d'infanterie navale depuis le secteur de Pokrovsk et la zone tactique de Dobropilia, dans l'est de l'Ukraine, vers la ligne de front sud, probablement pour répondre à ces mêmes avancées ukrainiennes. Il s'agissait essentiellement de forces qui avaient à peine réussi à occuper Pokrovsk quelques mois plus tôt et qui ont également subi de lourdes pertes. Par exemple, l'ISW n'avait pas observé le 656e régiment de fusiliers motorisés opéré sur le champ de bataille depuis août 2025. Cela suggérait que le commandement militaire russe avait auparavant retiré cette unité, sans doute gardée en réserve pour de futures offensives. Essentiellement, la Russie est contrainte de dépenser sa réserve prévue pour l'offensive de printemps dans la défense, plusieurs mois avant la date prévue. Le fait qu'une série de contre-attaques tactiques ukrainiennes oblige la Russie à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques suggère que les forces russes sont déjà surmenées, même en se préparant à une offensive majeure. En conséquence, le Kremlin pourrait être contraint soit d'abandonner ses plans pour une offensive au printemps-été 2026, soit de les ajuster de manière significative dans l'oblast de Donetsk, l'oblast de Zaporijia, ou les deux. Mais le problème de la Russie ne se limite pas aux pertes humaines. Toute la structure soutenant la machine de guerre russe repose sur des bases instables et risque de s'effondrer. Prenons par exemple les chiffres du recrutement. Environ 422 000 personnes ont signé des contrats avec l'armée russe en 2025, ce qui représente une baisse de 6% par rapport aux quelques 450 000 qui avaient signé en 2024, selon Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie.
Certaines régions russes auraient diminué leurs primes d'engagement militaire à cause de la pression économique. Rappelez-vous, il s'agit de la même armée qui a commencé la guerre avec environ 160 000 soldats déployés en Ukraine, puis a engagé près de 900 000 soldats dans le conflit. Et selon des estimations récentes, la Russie aurait perdu plus de 1,25 million de soldats dans la guerre, épuisant ainsi toute sa réserve d'avant-guerre et même la moitié de plus. Plus précisément, le pic semble avoir eu lieu en décembre 2025 lorsque les pertes russes ont pour la première fois dépassé le nombre de nouveaux soldats sous contrat recrutés. La Russie a ajouté 27 400 soldats sous contrat ce mois-là, tandis que ses pertes ont atteint 33 200 tués et blessés. Les chiffres de la conscription étaient encore favorables pour le Kremlin ces derniers mois, mais ce ralentissement complique la situation. Une analyse a suggéré que la Russie a en réalité besoin d'environ 45 000 recrues par mois pour avoir une chance de lancer une offensive sérieuse en 2026. Puisqu'elle n'atteint même pas les 2/3 de ce chiffre, on peut dire que la Russie a perdu une grande partie de son rythme, bien qu'elle garde un avantage numérique important. La réponse du Kremlin a suivi un schéma prévisible en élargissant le vivier de recrutement à des catégories de plus en plus basses. La Russie a systématiquement élargi les soi-disant contingents spéciaux utilisés pour reconstituer l'armée. En 2025, la catégorie a été élargie pour inclure non seulement les prisonniers et les personnes faisant l'objet d'une enquête criminelle, mais aussi les individus ayant des dettes financières impayées, y compris des prêts en souffrance. La Russie a également intensifié le recrutement de citoyens étrangers, en particulier provenant de pays qu'elle considère comme amis, y compris des États d'Afrique et d'Amérique du Sud, avec des recrues potentielles attirées ou même trompées par des promesses de récompenses financières ou de citoyenneté. Tout cela ne mène qu'à une seule conclusion. La Russie est lentement en train d'être vidée de ses ressources. Économiquement, l'Ukraine a réussi à imposer ses propres sanctions en détruisant une partie des infrastructures de raffinage et d'exportation de pétrole russe. L'Occident a aussi intensifié la pression en surveillant de plus près les navires de la flotte fantôme dans la mer Baltique. La Russie a probablement perdu l'avantage qu'offraient autrefois les Shahids, des armes bon marché à fabriquer. Les drones ukrainiens longue portée, fabriqués localement, coûtent autant mais ne dépendent pas d'un autre pays. Avec les États-Unis et Israël de nouveau en conflit avec l'Iran, la Russie doit presque céder une partie de son armement important venant du Moyen-Orient. Encore pire, la Russie a pratiquement reconnu qu'elle ne pouvait plus influencer la région lorsqu'elle s'est retirée de Syrie fin 2024 après des offensives rapides de l'opposition, qui reflètent ce que l'Ukraine essaie de faire dans le Donbass. Et sur le plan tactique, la Russie a consacré beaucoup trop de temps, d'efforts et de soldats à tenter en vain de prendre deux villes vitales de la région, Pokrovsk et Zaporijia. Bien que Pokrovsk soit finalement tombé, cela ne s'est produit qu'après que la Russie aurait perdu plus de 25 000 soldats dans la région, soit environ 20% du total des pertes. Tout cela aboutit à une seule chose. Lorsque l'Ukraine commencera une nouvelle contre-offensive dans le Donbass, la Russie pourrait bien être obligée d'admettre qu'elle ne peut plus l'arrêter. La marine russe essayait de cacher quelque chose d'irremplaçable. Installée dans le port de Novorossiysk, nouvelle base de la flotte de la mer Noire après le désastre en Crimée, c'était censé être à l'abri. Mais l'Ukraine l'a trouvé, puis l'Ukraine l'a détruit. L'Ukraine a transformé la nuit en jour et a anéanti tout un port naval russe, ne laissant rien derrière elle, tout en portant un coup fatal à une flotte russe qui était déjà pratiquement inutile dans la guerre. Dans la nuit du 1er au 2 mars, l'Ukraine a lancé une tempête infernale de drones vers la principale base de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk. Ce n'était pas une simple attaque. L'Ukraine a utilisé des drones aériens et maritimes pour déchaîner une puissance de feu démesurée, ravager la base de Novorossiysk et mettre 5 autres navires hors de combat, pourtant considérés comme un atout majeur pour la Russie dans la guerre lancée par Poutine. Nous parlerons de ces 5 navires dans un instant. Mais avant cela, la nouvelle de l'attaque provient de la chaîne Telegram d'Osia Shpiona, qui fournit également certains chiffres. Cette chaîne affirme que la défense aérienne russe a signalé au moins 200 drones d'attaque. Aucune déclaration du ministère russe de la Défense n'affirme que ces drones ont été abattus, ou que les dégâts causés par l'Ukraine proviennent de débris plutôt que des drones eux-mêmes. C'est rare pour la Russie. Cela montre que l'Ukraine a frappé si fort que même un ministère habitué à mentir sur les frappes ne peut pas cacher celle-ci. La grande ironie de cette frappe, c'est que Novorossiysk est l'endroit où la Russie pensait que ses navires de guerre de la flotte de la mer Noire seraient en sécurité.
Dès octobre 2023, ABC News rapportait que la Russie avait commencé à déplacer ses navires de guerre vers cette base, car les missiles et les drones maritimes ukrainiens détruisaient littéralement la flotte à son ancienne base de Sébastopol. Il s'agissait d'un repli tactique de la part de la Russie, le transfert de ses navires de guerre les plus précieux vers un port protégé, hors de portée de l'Ukraine, doté de défenses suffisantes pour limiter les dégâts en cas de frappe. La Russie a continué son repli jusqu'en 2024, mais Andriy Youssov, représentant du renseignement ukrainien, a précisé que les navires de guerre russes ne pourraient pas se cacher longtemps. Après la destruction de vedettes lance-missiles, de navires d'assaut amphibies et d'une corvette, nous ne les voyons plus en mer. Ils essaient de changer de tactique pour chercher de nouveaux moyens de défense. Mais les forces de sécurité et de défense ukrainiennes n'attendront pas. Elles continueront d'agir, a déclaré Youssov en mars 2024. 2 ans plus tard, l'Ukraine agit. Elle se prépare à une telle frappe depuis longtemps, et nous expliquerons plus tard ce que cela implique pour la flotte russe de la mer Noire, déjà en difficulté. L'Ukraine a touché bien plus que des navires lors de cette attaque, restez avec nous pour en savoir plus. Mais avant tout cela, nous avons les frappes principales. 5 navires de guerre russes ont été touchés, et ces 5 navires sont censés jouer un rôle clé dans les tentatives de la Russie d'occuper l'Ukraine. Faisons l'inventaire des pertes de navires de guerre russes. Le premier sur la liste est le Valentin Piquel, que United 24 Media décrit comme un dragueur de mine du projet 266M, ayant subi d'importants dégâts structurels lors du raid nocturne de drones ukrainiens. L'utilisation du mot dragueur de mine pourrait vous faire croire qu'il s'agit d'un navire qui ne représentait pas une grande menace offensive pour l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Bien que la mission principale du navire soit de déminer pour sécuriser la traversée des autres navires russes, le Valentin Piquel demeure une véritable puissance offensive. D'Igal détaille dans un profil du navire qu'il peut aussi servir à la lutte anti-sous-marine. Cela illustre pourquoi ce navire de guerre pourrait être un problème pour l'Ukraine. L'Ukraine n'emploie pas de véritables sous-marins, mais dispose d'un stock de drones sous-marins comme le Sibé, déjà employé contre Novorossiysk. Le Valentin Piquel aurait pu aider la Russie à repousser des attaques sous-marines. Il aurait pu, mais ce n'est plus le cas. Ce navire menace aussi drones, missiles et avions de chasse ukrainiens. Il est équipé de 20 missiles solaires à courte portée Igla, ainsi que de 2 canons AK-3, 106 de 30 mm. Ajoutez une panoplie d'équipements de guerre électronique, et vous obtenez un navire capable de se protéger, d'endommager une partie des moyens aériens et navals ukrainiens, et de parcourir 3000 milles nautiques avec 15 jours d'autonomie. Maintenant, il est hors service, et d'après le rapport de United 24 Media, il ne reviendra pas de sitôt. Viennent ensuite sur la liste une paire de navires de guerre du projet 1124 M Albatros, Yaïsk et Kassimov. Ce sont tous les deux de petits navires anti-sous-marins que l'Ukraine a réussi à frapper alors qu'ils étaient amarrés à Novorossiysk. Comme le Valentin Piquel, il pourrait contrarier la stratégie ukrainienne visant à utiliser des drones sous-marins pour paralyser la flotte de la mer Noire et attaquer des infrastructures russes clés, soutenant l'effort de guerre en Crimée, comme le pont de Kerch. Naval Technology fournit plus d'informations. Il est précisé que les navires du projet 1124M ressemblent davantage à des navires polyvalents qu'à des navires spécialisés anti-sous-marins. Outre leur capacité à contrer les menaces sous-marines, ces navires servent aussi aux patrouilles, à la reconnaissance, à la protection de convois, aux communications et à la pose de mines. Chaque navire compte 80 membres d'équipage. Il est peu probable que quelqu'un était à bord lors de la frappe ukrainienne, comme le confirment les chiffres des pertes à venir. Même si l'Ukraine n'a pas tué 160 marins russes dans cette attaque, elle leur a néanmoins pris leurs navires. Les marins ne sont pas vraiment utiles lorsqu'ils ne peuvent passer leur temps en mer, dont la Russie doit maintenant dépenser de l'argent pour payer des membres actifs de son armée qui ne peuvent guère faire plus que rester assis à ne rien faire. Le projet 1124M dispose aussi d'une certaine puissance de feu, en plus de ses armes anti-sous-marines. Au-delà de la paire de lance-torpilles double DTA-53 intégrée dans le navire de guerre, il dispose d'un système de missiles solaires OSA MA2 qu'il peut utiliser pour engager des hélicoptères et des avions. La Russie peut également monter une paire d'armes d'artillerie sur le navire, comme un canon lourd AK-176M de 76,2 mm ou une paire de canons A220 de 57 mm. Ce navire anti-sous-marin est étonnamment polyvalent. Et l'Ukraine ne veut pas voir la Russie profiter de cette polyvalence en mer Noire. Désormais, la Russie ne peut pas le faire. 2 de ces navires du projet 1124M ont été neutralisés. Selon United 24 Media,
Les images satellites confirmaient que 5 navires de guerre avaient été touchés, mais seuls 3 étaient connus. Nous avons désormais plus d'informations sur les 2 autres navires. Cette information provient de Euromaidan Press, qui révèle que le 4e navire sur la liste des cibles de l'Ukraine les premiers et 2 mars était l'amiral Essen. La frégate russe, Amiral Essen, a été touchée presque au centre par un drone ukrainien, déclenchant la détonation des lanceurs de contre-mesures PKDX, conçus pour déployer des leurres thermiques et des paillettes afin de camoufler le navire. Je suppose que ça n'a pas marché, n'est-ce pas, Poutine? Selon une mise à jour du 5 mars, le Kiev Post a confirmé que l'amiral Essen a été touché. Il a ajouté que l'Ukraine avait frappé le navire si fort qu'il ne pouvait plus lancer ses missiles calibre. C'est crucial pour l'Ukraine, car la Russie profitait de la proximité de Novorossiysk pour intensifier ses frappes de missiles et drones. Les missiles calibre ont eu un rôle majeur dans ces attaques. Le 7 février, le New Voice of Ukraine a rapporté une frappe russe massive sur le réseau électrique ukrainien. La Russie a tiré 24 missiles lors de cette attaque, dont des calibres. Ces missiles ont-ils été tirés depuis l'amiral Essen? Nous ne saurons peut-être jamais. Mais l'Ukraine a empêché la Russie d'utiliser sa frégate pour lancer d'autres missiles calibre bientôt. Le Kiev Post ajoute que l'attaque de drones de l'Ukraine a également détruit les lance-grenades de l'amiral Essen, en plus d'endommager le système de guerre électronique TK-25. Il crée des interférences et est capable de détecter les émissions radar. Nouvelle importante pour l'Ukraine. Un système de guerre électronique russe hors service réduit les défenses à Novorossiysk, offrant plus d'opportunités de frappe à l'Ukraine. L'Ukraine a détruit une partie du système de guidage des missiles anti-aériens de la frégate, la rendant désormais inutile pour la Russie et en une cible facile. Et cela nous amène au dernier navire de l'affrontement. Mais avant d'en arriver là, il y a encore beaucoup d'autres choses à venir. Si cette émission militaire vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours garder une longueur d'avance. Enfin, il y a le bateau lance-missile Molnaya, que Euromaidan Press décrit comme un navire du projet 1241. Les drones ukrainiens ont porté des coups directs sur la section arrière de ce navire, qui selon eux, abrite la salle des machines du Molnaya, les moteurs principaux, les générateurs diesel et une paire d'affûts d'artillerie, AK-6, 130M de 30 mm. Le navire est capable de les utiliser lors d'engagements de défense aérienne à courte portée contre exactement le type de drone qui l'ont frappé. La Russie a construit tous ses navires du projet 1241 pendant l'ère soviétique et a achevé la construction de 80 d'entre eux, entre 1979 et 1984. Cela ne veut pas dire que la Russie a beaucoup de ses navires prêts à remplacer ceux détruits par l'Ukraine. L'encyclopédie navale indique que la majorité des 80 ont été exportés, donc la Russie a perdu un navire lance-missile issu d'un stock déjà réduit. Nos rappels fréquents que le Molnaya est un navire lance-missile montre qu'il possède bien plus que des canons de 30 mm. Le navire peut être équipé de systèmes solaires portables SAN-5, chacun chargé de 16 missiles qui ciblent les avions et les hélicoptères. Ces navires possèdent aussi des missiles P2-170 Mosquet, placés dans des lanceurs doubles sur le pont supérieur. Ainsi, comme d'autres navires détruits par l'Ukraine lors du raid du 1er mars, le Molnaya est un navire polyvalent et vieillissant, censé surpasser tout ce que l'Ukraine pouvait déployer sur le plan naval dans cette guerre. C'est désormais un autre navire encore fumant parmi les 5 navires de la flotte que l'Ukraine a frappé avec des drones. Et compte tenu de son âge, ainsi que du fait que la Russie ne fabrique plus de navires du projet 1241, il semble peu probable que la Russie puisse réparer les dégâts. Pour aggraver ce lourd revers pour la flotte, United 24 Media rapporte que des analystes militaires ont relevé une tache sombre sur le quai où étaient les corvettes du projet 1124 mentionné plus tôt. Cette tache sombre suggère que les drones ukrainiens ont aussi touché le quai, ou qu'un incendie causé par les frappes sur les navires russes s'est propagé au quai, provoquant encore plus de dégâts. Et croyez-nous, il y a encore d'autres dégâts. Beaucoup, comme nous le verrons à la fin de la vidéo. Avant d'évoquer ce que l'Ukraine a accompli dans ce port naval, supposé aussi sûr que les autres ports russes en mer Noire, voyons la signification de cette frappe pour la Russie. Une chose est certaine, la protection dont dispose Novorossiysk ne fonctionne pas. Déplacer les actifs les plus précieux de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk visait à les protéger des missiles et drones ukrainiens. L'idée était d'associer une plus grande distance, de meilleures défenses aériennes et les capacités de guerre électronique de certains navires pour empêcher l'Ukraine de mener de telles frappes. Et en théorie, cela a du sens. Novorossiysk est nettement plus à l'est que l'ancienne base de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, puisqu'il y a environ 300 km, soit environ 186 miles de distance entre ces deux ports.
Ajoutez la distance que les armes ukrainiennes ont dû parcourir au-dessus de la mer Noire pour atteindre Sébastopol, et vous voyez l'importance de la distance. Par exemple, les missiles Storm Shadow exportés, utilisés par l'Ukraine pour frapper la flotte de la mer Noire au début du conflit, ont une portée d'environ 250 km. Selon la BBC, cela met une grande partie de la mer Noire et peut-être Sébastopol en danger. Novorossiysk, pas vraiment. Ce que Poutine et ses acolytes du Kremlin n'avaient pas prévu, c'est que l'Ukraine pourrait fabriquer ses propres armes, capables d'aller bien plus loin que tout ce qu'elle possédait lorsque la Russie a commencé son retrait vers Novorossiysk en 2023. Aujourd'hui, l'Ukraine possède le Sea Baby et des drones aériens pouvant parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Une cible auparavant hors de portée est désormais accessible. L'Ukraine savait ce qui allait arriver bien avant que la Russie ne le comprenne. En fait, la Russie ne l'a jamais compris. Il n'y aurait pas eu de navires de guerre à Novorossiysk, bien qu'il soit difficile de savoir où ils auraient pu aller sans quitter la mer Noire. En septembre 2025, le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Petenchuk, a même averti directement la Russie que garder des navires à Novorossiysk ne servirait à rien. « Nous les détruirons sur place, ils le savent parfaitement », a déclaré Petenchuk. À la mi-décembre, l'Ukraine a réalisé ce que Euromaidan Press jugeait impossible. Des drones ukrainiens ont neutralisé un sous-marin russe, Vachevianka, à Novorossiysk, lors d'une attaque qui a neutralisé un nouvel atout russe capable de lancer des missiles calibre. Si la Russie n'avait pas écouté Petenchuk, cette attaque l'a clairement montré. L'Ukraine pouvait frapper les navires russes cachés dans leurs ports éloignés. Pourtant, la Russie n'a rien fait. L'Ukraine en a profité le 1er mars et jusque dans la journée du 2 mars. Après l'attaque de décembre, ayant exposé les faiblesses des défenses de Novorossiysk, l'Ukraine a pu lancer une frappe majeure qui a paralysé une autre partie de la flotte de la mer Noire. La Russie n'a rien pu arrêter, et avec 5 autres navires de guerre hors service, l'Ukraine a l'opportunité de frapper encore et encore. Au fait, ne sous-estimez pas ce que cette dernière frappe signifie pour la Russie dans la composante mer Noire de sa stratégie de guerre. Cette stratégie était déjà presque ruinée avant la dernière frappe de l'Ukraine. Selon Defense Express, le 26 février, la flotte de la mer Noire était déjà de fait paralysée avant l'attaque de Novorossiysk. Fin février, au moins 25 navires de guerre russes étaient hors service, soit environ un tiers de la flotte. Vous pouvez maintenant en ajouter 5 autres à cette liste. Sa capacité à projeter sa puissance maritime dans la région et au-delà a été sévèrement limitée, car elle est continuellement obligée d'adapter ses tactiques dans un environnement opérationnel réduit, a déclaré le média à propos de la flotte autrefois redoutée de la Russie. La Russie connaît ses échecs en mer Noire, même si elle ne peut rien y changer. Des têtes sont tombées dans le commandement naval russe, et Sergei Pinchuk, commandant de la flotte de la mer Noire, serait fragilisé après des informations parues fin janvier, selon lesquelles le Kremlin envisageait de lui retirer ses pouvoirs. Mais cela resterait inutile. La seule option qui reste à la Russie maintenant est de garder ses navires de guerre hors de la mer Noire et aussi loin que possible. Pinchuk pourrait être le nouveau bouc émissaire des erreurs russes en mer Noire, mais son successeur devra toujours affronter un problème ukrainien sans solution. L'Ukraine peut frapper Novorossiysk. La flotte n'a plus d'autre choix que de s'éloigner tellement que sa seule utilité restante, lancer des missiles sur l'Ukraine depuis le port, disparaît. Tout cela nous ramène à quelque chose que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises. Aussi dévastateur que soit pour la Russie la perte de 5 autres navires de guerre de la flotte de la mer Noire, l'essaim d'au moins 200 drones ukrainiens a causé encore plus de dégâts que ce que nous voyons sur ces navires. L'état-major général ukrainien l'a confirmé dans une publication du 2 mars, où il a révélé tout ce qu'il avait réussi à toucher à Novorossiysk lors des frappes qui ont eu lieu la nuit précédente. Les drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de Cheskharis, rappelant à la Russie que l'Ukraine poursuit sa stratégie contre son industrie la plus rentable. United 24. Média rapporte qu'un incendie s'est déclaré dans le complexe, l'état-major général ajoutant « Selon des informations préliminaires, les dégâts causés aux pétroliers du terminal et à la station radar du complexe S-400 ont été confirmés. La destruction du S-400 est cruciale pour la stratégie future de l'Ukraine, plus encore que la perte de pétrole. Un autre système de défense aérienne aurait pu empêcher les drones et missiles ukrainiens de frapper Novorossiysk, désormais hors service. D'autres couloirs aériens ouverts font de la frappe de début mars un possible prélude à ce qui est encore à venir, plutôt qu'un sommet. Euromaidan Press ajoute que l'Ukraine a également réussi à détruire le radar de guidage d'un S-300 ainsi qu'un Pantsir S-2.
2 nouveaux systèmes de défense aérienne détruits, inutile d'en redire la signification. Pour revenir à l'installation pétrolière, la même source précise que l'Ukraine a détruit 6 postes de chargement du terminal Chashkaris. Ces postes auraient reçu du pétrole qui transite par la Crimée et finit en Ukraine. Avec un seul poste, la Russie aura du mal à approvisionner ses troupes sur le terrain ces prochains jours. Et enfin, il y a aussi des victimes, au moins 17 en fait. Euromédan Press indique que 3 marins russes ont été tués et 14 blessés lors de la frappe nocturne ukrainienne. On pourrait dire que ces marins étaient déjà inutilisables pour la Russie, car la plupart de ces navires de guerre sont désormais des épaves fumantes. Nous assistons ici à une frappe inédite de l'Ukraine. L'Ukraine avait déjà détruit des navires de la flotte de la mer Noire, mais jamais 5 en une nuit. Elle avait déjà frappé Novorossiysk, mais jamais aussi fort que lorsqu'elle a frappé le port les 1er et 2 mars. C'est une attaque dont on se souviendra pendant des années, et cela nous rappelle ce que l'Ukraine a réussi à accomplir sur le terrain à Siversk, quelques semaines auparavant. C'était une autre opération, bien que totalement différente, qui restera dans l'histoire une fois la guerre terminée. Vous pouvez tout découvrir à ce sujet en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre couverture des frappes ukrainiennes les plus récentes et les plus marquantes. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.